Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce, et je le lui dis. Il devient brutal, son sentiment est désespéré, il se jette sur moi, il mange les seins d'enfant, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort. Je pense, il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair, c'est comme un métier qu'il aurait, sans le savoir, il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse, il me dit que je suis son seul amour, et c'est ça qu'il doit dire, et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire, quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut, et là tout est bon, il n'y a pas de déchets, les déchets sont recouverts, tout va dans le torrent, dans la force du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça, il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela, en effet, avait été à mourir, et cela a été à en mourir. Il a allumé une cigarette et il me l'a donnée. Et tout bas contre ma bouche, il m'a parlé. Je lui ai parlé, moi aussi, tout bas, parce qu'il ne sait pas, pour lui, je le dis pour lui, à sa place, parce qu'il ne sait pas qu'il porte en lui une élégance cardinale, je le dis pour lui. C'est le soir qui vient maintenant. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi, même lorsque j'aurai oublié jusqu'à son visage, son nom. Je demande si je me souviendrai de la maison. Il me dit « Regarde-la bien ». Je la regarde. Je dis que c'est comme partout. Il me dit que c'est ça, oui, comme toujours. Je revois encore le visage, et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur, entourées de balustrades bleues comme la grande villa de Sadek étagée de terrasses qui donnent sur le Mékong. C'est un lieu de détresse, naufragé. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuera si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère, il dit ce déshonneur. Il dit que lui ne pourrait pas en supporter l'idée dans le cas du mariage. Je le regarde, il me regarde à son tour, il s'excuse avec fierté. Il dit « Je suis un Chinois ». On se sourit. Je lui demande si c'est habituel d'être triste comme nous le sommes. Il dit que c'est parce qu'on a fait l'amour pendant le jour, au moment de la culminance de la chaleur. Il dit que c'est toujours terrible après. Il sourit. Il dit que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, c'est toujours terrible. Il dit que cela passera avec la nuit, aussitôt qu'elle arrivera. Je lui dis que ce n'est pas seulement parce que c'était pendant le jour, qu'il se trompe, que je suis dans une tristesse que j'attendais et qui ne vient que de moi, que toujours j'ai été triste, que je vois cette tristesse aussi sur les photos où je suis toute petite, qu'aujourd'hui cette tristesse, tout en la reconnaissant comme étant celle que j'ai toujours eue, je pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd'hui je lui dis que c'est un bien-être cette tristesse, celui d'être enfin tombée dans un malheur que ma mère m'annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie. Je lui dis, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit, mais je sais que cette chambre est ce que j'attendais. Je parle sans attendre de réponse. Je lui dis que ma mère crie ce qu'elle croit comme les envoyés de Dieu. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni d'une quelconque personne, ni d'un quelconque état, ni d'un quelconque Dieu. Il me regarde parler, il ne me quitte pas des yeux, il regarde ma bouche quand je parle, je suis nue, il me caresse, il n'écoute peut-être pas, je ne sais pas. Je dis que je ne fais pas du malheur dans lequel je me trouve une question personnelle.
Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme rien qu'avec le salaire de ma mère. J'ai de plus en plus de mal à parler. Il dit « Comment faisiez-vous » Je lui dis qu'on était dehors, que la misère avait fait s'écrouler les murs de la famille et qu'on s'était tous retrouvés en dehors de la maison à faire chacun ce qu'on voulait faire. Dévergondés on était. C'est comme ça que je suis ici, avec toi. Il est sur moi, il s'engouffre encore. Nous restons ainsi, cloués, à gémir dans la clameur de la ville encore extérieure. Nous l'entendons encore, et puis nous ne l'entendons plus. Les baisers sur le corps font pleurer, on dirait qu'ils consolent. Dans la famille, je ne pleure pas. Ce jour-là, dans cette chambre, les larmes consolent du passé et de l'avenir aussi. Je lui dis que de ma mère une fois je me séparerai, que même pour ma mère une fois je n'aurai plus d'amour. Je pleure. Il met sa tête sur moi et il pleure de me voir pleurer. Je lui dis que dans mon enfance le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve, que le rêve c'était ma mère et jamais les arbres de Noël, toujours elle seulement, qu'elle soit la mère écorchée vive de la misère ou qu'elle soit celle dans tous ses états qui parle dans le désert, qu'elle soit celle qui cherche la nourriture ou celle qui interminablement raconte ce qui est arrivé à elle. Marie le Grand de Roubaix, elle parle de son innocence, de ses économies, de son espoir. À travers les persiennes le soir est arrivé, le vacarme a augmenté, il est plus éclatant, moins sourd, les lampadaires aux ampoules rougeoyantes se sont allumés. J'ai vieilli, je le sais tout à coup. Il le voit, il dit « Tu es fatigué ». Sur le trottoir, la cohue, elle va dans tous les sens, lente ou vive, elle se fraye des passages, elle est galeuse comme les chiens abandonnés, elle est aveugle comme les mendiants, c'est une foule de la Chine. Je la revois encore dans les images de la prospérité de maintenant, dans la façon qu'ils ont de marcher ensemble, sans jamais d'impatience, de se trouver dans les cohues comme seuls, sans bonheur, dirait-on, sans tristesse, sans curiosité, en marchant sans avoir l'air d'aller, sans intention d'aller, mais seulement d'avancer ici plutôt que là, seuls et dans la foule, jamais seuls encore par eux-mêmes, toujours seuls dans la foule. Nous allons dans un de ces restaurants chinois à étages, ils occupent des immeubles entiers, ils sont grands comme des grands magasins, des casernes, ils sont ouverts sur la ville par des balcons, des terrasses. Le bruit qui vient de ces immeubles est inconcevable en Europe, c'est celui des commandes hurlées par les serveurs et de même reprises et hurlées par les cuisines. Personne ne parle dans ces restaurants. Sur les terrasses, il y a des orchestres chinois. Nous allons à l'étage le plus calme, celui des Européens. Les menus sont les mêmes, mais on crie moins. Il y a des ventilateurs et de lourdes tentures contre le bruit. Je lui demande de me dire comment son père est riche, de quelle façon. Il dit que parler d'argent l'ennuie, mais que si j'y tiens, il veut bien me dire ce qu'il sait de la fortune de son père. Tout a commencé à Chollen, avec les compartiments pour indigènes. Il en a fait construire 300. Plusieurs rues lui appartiennent. Il parle le français avec un accent parisien légèrement forcé, il parle de l'argent avec une désinvolture sincère. Le père avait des immeubles qu'il a vendus pour acheter des terrains à bâtir au sud de Chollen. Des rizières ont été vendues aussi, croit-il, à Sadek. Je lui pose des questions sur les épidémies. Je dis que j'ai vu des rues entières de compartiments interdites, du soir au lendemain, portes et fenêtres clouées, pour cause d'épidémies de peste. Il me dit qu'il y en a moins ici, que les dératisations sont beaucoup plus nombreuses que dans la brousse. Tout à coup, il me fait un roman sur les compartiments. Leur coût est beaucoup moins élevé que celui des immeubles ou des demeures individuelles, et ils répondent beaucoup mieux aux besoins des quartiers populaires que les habitations séparées. La population ici aime bien être ensemble, surtout cette population pauvre. Elle vient de la campagne et elle aime bien vivre aussi dehors, dans la rue. Et il ne faut pas détruire les habitudes de pauvres. Son père vient justement de faire toute une série de compartiments à galeries couvertes qui donnent sur la rue. Ça fait les rues très claires, très avenantes. Les gens passent leur journée dans ces galeries extérieures. Ils y dorment aussi quand il fait très chaud.
Je lui dis que moi aussi j'aurais bien aimé habiter dans une galerie extérieure, que quand j'étais enfant cela m'apparaissait comme un idéal, être dehors pour dormir. J'ai mal tout à coup, c'est à peine, c'est très léger, c'est le battement du cœur déplacé là, dans la plaie vive et fraîche qu'il m'a faite, lui, celui qui me parle, celui qui a fait la jouissance de l'après-midi. Je n'entends plus ce qu'il dit, je n'écoute plus. Il le voit, il se tait. Je lui dis de parler encore, il le fait, j'écoute à nouveau. Il dit qu'il pense beaucoup à Paris, il trouve que je suis très différente des Parisiennes, beaucoup moins gentille. Je lui dis que cette affaire de compartiment, ça ne doit pas être si rentable que ça. Il ne me répond plus. Pendant tout le temps de notre histoire, pendant 1 an et demi, nous parlerons de cette façon, nous ne parlerons jamais de nous. Dès les premiers jours, nous savons qu'un avenir commun n'est pas envisageable, alors nous ne parlerons jamais de l'avenir, nous tiendrons des propos comme journalistiques et à contrario et d'égale teneur. Je lui dis que son séjour en France lui a été fatal. Il en convient. Il dit qu'il a tout acheté à Paris, ses femmes, ses connaissances, ses idées. Il a 12 ans de plus que moi et cela lui fait peur. J'écoute comme il parle, comme il se trompe, comme il m'aime aussi, dans une sorte de théâtralité à la fois convenue et sincère. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille, il veut fuir et je ris. Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie. Je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il ne trouve pas la force d'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme, c'est moi, sa servilité, c'est l'argent de son père. Quand je parle de mes frères, il tombe déjà dans cette peur, il est comme démasqué. Il croit que tout le monde autour de moi attend sa demande en mariage. Il sait qu'il est déjà perdu aux yeux de ma famille, que pour elle il ne peut que se perdre encore davantage et me perdre moi en conséquence. Il dit qu'il est allé faire une école commerciale à Paris, il dit enfin la vérité, qu'il n'a rien fait et que son père lui a coupé les vivres, qu'il lui a envoyé son billet de retour, qu'il a été obligé de quitter la France. Ce retour, c'est sa tragédie. Il n'a pas fini cette école commerciale. Il dit qu'il compte la finir ici avec des cours par correspondance. Les rencontres avec la famille ont commencé avec les grands repas à Cholène. Quand ma mère et mes frères viennent à Saïgon, je lui dis qu'il faut les inviter dans les grands restaurants chinois qu'ils ne connaissent pas, là où ils ne sont jamais allés. Ces soirées se passent toutes de la même façon. Mes frères dévorent et ne lui adressent jamais la parole. Ils ne le regardent pas non plus, ils ne peuvent pas le regarder. Ils ne pourraient pas le faire. S'ils pouvaient faire ça, l'effort de le voir, ils seraient capables par ailleurs de faire des études, de se plier aux règles élémentaires de la vie en société. Pendant ces repas, seule ma mère parle, elle parle très peu, les premiers temps surtout, elle fait quelques phrases sur les plats qu'on apporte, sur leur prix exorbitant, et puis elle se tait. Lui, les 2 premières fois, il se jette à l'eau, il essaie d'aborder le récit de ses exploits à Paris, mais en vain. C'est comme s'il n'avait pas parlé, comme si on n'avait pas entendu. Sa tentative sombre dans le silence. Mes frères continuent à dévorer. Ils dévorent comme je n'ai jamais vu dévorer personne nulle part. Ils payent, ils comptent l'argent, ils le posent dans la soucoupe. Tout le monde regarde. La première fois, je me souviens, il aligne 77 piastres. Ma mère est au bord du fou rire. On se lève pour partir. Pas de merci de personne. On ne dit jamais merci pour le bon dîner, ni bonjour, ni au revoir, ni comment ça va. On ne se dit jamais rien. Mes frères ne lui adresseront jamais la parole. C'est comme s'il n'était pas visible pour eux, comme s'il n'était pas assez dense pour être perçu, vu, entendu par eux. Cela parce qu'il est à mes pieds, qu'il est posé en principe que je ne l'aime pas, que je suis avec lui pour l'argent, que je ne peux pas l'aimer, que c'est impossible,
qu'il pourrait tout supporter de moi sans être jamais au bout de cet amour? Cela parce que c'est un Chinois, que ce n'est pas un Blanc. La façon qu'a ce frère aîné de se taire et d'ignorer l'existence de mon amant procède d'une telle conviction qu'elle en est exemplaire. Nous prenons tous modèle sur le frère aîné face à cet amant. Moi non plus, devant eux, je ne lui parle pas. En présence de ma famille, je dois ne jamais lui adresser la parole, sauf, oui, quand je lui fais passer un message de leur part. Par exemple, après le dîner, quand mes frères me disent qu'ils veulent aller boire et danser à la source, c'est moi qui lui dis qu'on veut aller à la source pour boire et danser. D'abord, il fait comme s'il n'avait pas entendu, et moi, je ne dois pas, dans la logique de mon frère aîné, je ne dois pas répéter ce que je viens de dire, réitérer ma demande. Si je le faisais, ce serait la faute, je condescendrais à sa plainte. Il finit par me répondre. À voix basse, qui se voudrait intime, il dit qu'il aimerait bien être seul avec moi pendant un moment. Il le dit pour mettre fin au supplice. Alors, je dois l'entendre encore mal, comme une traîtrise de plus, comme si par là il voulait accuser le coup, dénoncer la conduite de mon frère aîné à son égard, donc je ne dois toujours pas lui répondre. Lui, il continue encore, il me dit, il ose, « Votre mère est fatiguée, regardez-la. » Notre mère, en effet, sombre de sommeil après les dîners fabuleux des Chinois de Cholène. Je ne réponds pas davantage. C'est alors que j'entends la voix de mon frère aîné. Il dit une phrase très courte, cinglante, définitive. Ma mère disait de lui, des trois, c'est lui qui parle le mieux. Sa phrase dite, mon frère attend. Tout s'arrête. Je reconnais la peur de mon amant, c'est celle de mon petit frère. Il ne résiste plus, on va à la source. Ma mère aussi va à la source, elle va dormir à la source. En présence de mon frère aîné, il cesse d'être mon amant. Il ne cesse pas d'exister, mais il ne m'est plus rien. Il devient un endroit brûlé. Mon désir obéit à mon frère aîné, il rejette mon amant. Chaque fois qu'ils sont ensemble vus par moi, je crois ne plus jamais pouvoir en supporter la vue. Mon amant est nié dans justement son corps faible, dans cette faiblesse qui me transporte de jouissance. Il devient devant mon frère un scandale inavouable, une raison d'avoir honte qu'il faut cacher. Je ne peux pas lutter contre ces ordres muets de mon frère. Je le peux quand il s'agit de mon petit frère. Quand il s'agit de mon amant, je ne peux rien contre moi-même. D'en parler maintenant me fait retrouver l'hypocrisie du visage, de l'air distrait de quelqu'un qui regarde ailleurs, qui a autre chose à penser, mais qui néanmoins, dans les mâchoires légèrement serrées on le voit, est exaspéré et souffre d'avoir à supporter ça, cette indignité, pour seulement manger bien dans un restaurant cher, ce qui devrait être bien naturel. Autour du souvenir la clarté livide de la nuit du chasseur. Ça fait un son strident d'alerte, de cri d'enfant. À la source non plus, personne ne lui parle. On commande tous des martels Perrier. Mes frères boivent le leur tout de suite et ils en commandent un deuxième. Ma mère et moi on leur donne le nôtre. Mes frères sont très vite saouls. Ils ne lui parlent toujours pas pour autant, mais ils tombent dans la récrimination. Le petit frère surtout. Il se plaint que l'endroit soit triste et qu'il n'y ait pas d'entraîneuse. Il y a très peu de monde en semaine à la source. Avec lui, mon frère aîné, je danse. Avec mon amant aussi, je danse. Je ne danse jamais avec mon frère aîné. Je n'ai jamais dansé avec lui. Toujours empêché par l'appréhension troublante d'un danger, celui de cet attrait maléfique qu'il exerce sur tous, celui du rapprochement de nos corps. Nous nous ressemblons à un point très frappant, surtout le visage. Le Chinois de Cholonne me parle, il est au bord des larmes, il dit « Qu'est-ce que je leur ai fait ?» Je lui dis qu'il ne faut pas, qu'il s'inquiète, que c'est toujours ainsi, entre nous aussi, dans toutes les circonstances de la vie. Je lui expliquerai lorsque nous nous retrouverons à la garçonnière. Je lui dis que cette violence de mon frère aîné, froide, insultante, elle accompagne tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient à nous. Son premier mouvement, c'est de tuer
de rayer de la vie, de disposer de la vie, de mépriser, de chasser, de faire souffrir. Je lui dis de ne pas avoir peur, qu'il ne risque rien, lui, parce que la seule personne que craint le frère aîné, devant qui curieusement il s'intimide, c'est moi.